Bien qu'un truc n'allait pas. Donc oui, je reprends. Bonjour diffusion et du coup bonjour le chat, bonsoir Konbanwa. Oui, donc je disais, j'espère que vous avez bien profité des cours de japonais puisque selon Julien Fontanier, ce soir nous sommes à avant-dernier cours, cette barbe naissante. Oui, c'est le Movember avec un DLC barbe cette année, on se laisse aller un petit peu. Donc bonsoir à tous et toutes, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va avoir droit à un live récapitulatif puisque nous allons avoir un gros bloc, une grosse leçon d'une demi-heure sur un récapitulatif des particules japonaises. Ça fait un bon mois, voire plus qu'on se décoltine, on en a vu plein différents, je vous avoue que j'ai dû en oublier quoi 95%. Non, il y en a beaucoup, il y en a certaines qui se ressemblent. Donc on va avoir droit à un récapitulatif, et ensuite on aura une deuxième vidéo un petit peu plus tranquille, un petit peu plus cool, qui n'a pas trop de rapport avec les cours de japonais, mais qui fait partie de l'activité de Julien, mais je vous en dis pas plus, on verra ça par la suite du coup. J'espère que vous êtes prêtes et prêts, et nous partons pour ce nouveau cours. Si je dis pas de bêtises, 26 27. Donc on terminera nos lives de japonais avec l'épisode 29. Ah, c'est dommage, ça sera pas un nombre rond. Allez, on va juste faire un petit test de son vite fait. 2 secondes. Bonjour à toutes et à tous, prenez place, commençons ensemble ce... Allez, ok, le son de Julien est plus que correct. Dans ce cas-là, nous sommes partis, let's go. Bonjour à toutes et à tous, prenez place, commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. Allez, on est chaud. Go, je le commente encore, allez, je suis chaud. Ça y est, on arrive au terme de cette très grosse partie qui s'intitule la formation d'une phrase japonaise, dans laquelle on a vu plein de choses. On a vu comment s'articuler une phrase japonaise autour du verbe, on a vu toutes ces particules grammaticales qui nous permettent d'agencer nos compléments dans notre phrase. Aujourd'hui, on va faire un gros récapitulatif de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. On va également approfondir pas mal de notions que normalement vous avez assimilées et au sujet desquelles on va apporter des petites précisions, on va rentrer dans les détails. Et puis je vais également vous donner plein de petits conseils, des erreurs à ne pas faire, des erreurs récurrentes à ne pas faire pour la suite. Allez, on se concentre, on est chaud. Hein. Je commence par un récapitulatif de toutes les particules grammaticales que l'on a vues jusqu'à maintenant. Je vais vous les classer selon les différentes catégories auxquelles elles appartiennent. On commence avec les particules de liaison, qui permettent de créer un groupe nominal, de coller, de souder des noms entre eux. On a vu la particule no, qui permet de définir une appartenance, une possession, de manière plus large, de déterminer un nom avec un autre. On a vu la particule to, qui est la particule de l'énumération. C'était il y a tellement longtemps. La particule ya, l'énumération non exhaustive. Et récemment, les particules ka et nari, qui permettent de dresser un choix, avec ka, la version exhaustive, et nari, la version non exhaustive. On a déjà eu un petit récapitulatif de ces particules dans le cours précédent sur les connecteurs logiques japonais. J'ai vraiment l'impression que, tu vois, No et To, ça fait 1 an qu'on les a vus. J'ai l'impression que c'était dans une autre vie, tellement c'était il y a longtemps. Ouf. On a ensuite les particules syntaxiques, qui indiquent le rôle du complément dans la phrase, qui ordonne la phrase. C'est ce que l'on appelle la syntaxe. To permet de dire avec, ni, qui a 4 utilisations différentes, indiquer le lieu dans lequel il ne se passe rien, indiquer le point d'arrivée d'un déplacement, indiquer le COI et indiquer un complément de temps précis dans le temps. D, qui a 2 utilisations, celle d'indiquer le lieu dans lequel il se passe quelque chose et également le moyen avec lequel sont faites les actions. Et, qui s'écrit avec le hiragana he, mais que l'on va prononcer et, qui indique la direction, dans le cas d'un verbe de déplacement directionnel. O, qui s'écrit avec le hiragana wo, mais que l'on va prononcer o, alors même si certaines personnes le prononcent également wo, hein, c'est possible, qui a 2 utilisations, celle d'indiquer le COD du verbe et également d'indiquer le parcours quand on est avec un verbe de mouvement. Kara et made, qui permet d'indiquer respectivement le début et la fin d'une action, aussi bien dans l'espace que dans le temps. Ga, qui permet d'indiquer le sujet du verbe, un complément très important, mais qu'on ne va pas utiliser tant que ça, parce qu'on avait vu qu'on va préférer utiliser wa à la place. Et yori, qui permet premièrement d'indiquer tout comme kara le point de départ d'une action, aussi bien dans l'espace que dans le temps, et secondement de définir la base pour une comparaison. Je continue avec les particules adverbiales dake, nomi, shika et bakari, qui correspondent toutes les 4 à l'idée de uniquement, nomi étant la même chose que dake mais en version plus polie, shika s'utilisant avec une phrase au négatif et bakari apportant une nuance péjorative. Kurai qui définit une approximation, koro
qui fait la même chose lorsqu'il s'agit d'un point fixe dans le temps, les deux se prononçant souvent gurai et goro. Hodo qui permet d'établir une comparaison. Nado qui permet de renforcer l'idée de non-exhaustivité. Et alors, on avait vu aussi nanka, mais je ne vais pas vous le mettre pour l'instant, on en reparlera par la suite de manière un peu plus importante. Pour être exact, made, c'est également une particule adverbiale qui indique en fait un degré, le degré jusqu'auquel sont faites les choses aussi bien dans l'espace que dans le temps. Mais bon, elle est assez indissociable de Kara, donc je préfère vous la laisser là-haut dans les particules syntaxiques. On continue avec les particules d'emphase, la première étant wa, que l'on écrit avec le hiragana ha mais que l'on prononce bien wa, qui permet de faire d'un complément du verbe le thème de la phrase, pour le mettre en relief, ça annonce ce dont on va parler. Mo qui indique que l'on a affaire à une répétition, aussi. Koso qui insiste vraiment sur le complément sur lequel elle est posée. Sae et des mots qui, chacun en français, vont se traduire même, mais pas avec la même nuance. Sae, c'est pour montrer quelque chose qui normalement ne devrait pas avoir lieu, et des mots pour prendre pour exemple quelque chose de ridicule. Vous vous souvenez, toutes ces particules d'emphase se placent après les particules syntaxiques sur lesquelles elles se mettent, sauf ga et la plupart du temps o qu'elles remplacent. Et dans les cours précédents, je vous disais qu'elle se mettait également à la place de wa, mais en fait, wa, c'est également une particule d'emphase, en fait. On ne peut pas avoir une particule d'emphase sur wa. Donc voilà, ces particules d'emphase se mettent après toutes les particules syntaxiques, sauf ga et généralement o qu'elles remplacent. Je reviens vite fait sur shika. Shika, c'est également une particule d'emphase. C'est pour ça que dans la phrase dans laquelle je vous avais illustré son emploi, Panda wa takeshika tabenai, on n'avait pas de particule O, c'est parce que du coup la particule d'emphase a remplacé le O du COD. On a ensuite vu les particules de fin de phrase, vous vous souvenez, qui se placent après le verbe pour accompagner l'attitude avec laquelle les choses sont dites. On a vu yo, ne, na, wa, ze, tomo, zo, sa, ka et kashira. Ça, c'était très intéressant. Parce qu'on avait déjà fait un gros récapitulatif à la fin du cours sur les particules de fin de phrase. Je vous laisserai vous y référer si jamais vous voulez plus d'informations. Ça, je les ai pas toutes retenues, mais c'était ultra intéressant. On avait également vu des compositions de particules de fin de phrase, notamment kana, synonyme à kashira. Bon, tout ça, je vous le mets pas ici, mais vous savez qu'elles existent. Et puis, juste après, on a parlé de la tournure explicative noda, avec ce no qui parfois peut s'apparenter à une particule de fin de phrase. Bon, je vous le mets entre parenthèses ici parce que c'est un petit peu lié. Rappelez-vous bien, sa, ka et kashira, dans une phrase qui se termine par da, remplace le da de fin de phrase. Ce n'est pas le cas de toutes les autres particules de fin de phrase. Et puis pour finir, on a vu tout récemment les particules conjonctives qui permettent de lier entre elles deux propositions. Je vous ai mis tout à l'heure dans la partie particules de liaison celles qui permettent de lier des noms entre eux. On a vu ga, keredomo et noni pour indiquer une concession, et kara et node pour indiquer une cause. Ça fait beaucoup. Alors, du coup, est-ce qu'on a vu toutes les particules ? Non, on n'a pas vu toutes les particules japonaises, on en a vu une très grande majorité, on a vu les plus importantes, mais il en existe d'autres que l'on verra par la suite. Pour l'instant, on n'a pas eu à les utiliser parce que on n'a pas été amené à faire les phrases qui les nécessitent. On les verra donc par la suite, et du coup, voilà. Pour l'instant, on a toutes celles-ci. Entraînez-vous régulièrement à faire un récapitulatif de toutes ces particules, à vous remémorer la fonction de chacune d'entre elles afin de bien être sûr de toutes vous en souvenir. C'est la meilleure façon pour apprendre. N'oubliez pas, une particule grammaticale correspond à une fonction grammaticale et non pas à des mots que l'on pourrait traduire du français au japonais. Par exemple, quand on dit « je me demande si Mitsuha est dans le jardin », « je me demande si », c'est pas des mots qu'on va aller chercher directement dans une traduction en japonais. C'est une notion qui est le doute, le fait qu'on se pose la question à soi-même, et donc pouf, c'est la particule cachée là qui va vouloir dire cette formulation en français. N'essayez jamais de traduire du français au japonais et l'inverse. Mot à mot, c'est impossible. Et puis, tiens, sur ces particules, je vais déjà pouvoir vous donner quelques petites nouveautés. Quand on a une possession avec no, il est possible de sous-entendre le possédé en ne le disant pas. En français, ça équivaut au pronom celui. Je vous montre. C'est le téléphone de Snake. Bon, ça, on sait faire. Snake no denwa da. Je peux sous-entendre le possédé en disant simplement Snake no da. En français, c'est celui de Snake. On raccourcit toujours plus les phrases. Ça, c'est quelque chose qui est possible de faire, quelque chose qu'on ne va pas faire sur les êtres humains, par respect. Par exemple, si on veut dire c'est le fils de Snake, c'est celui de Snake, on ne pourra pas faire un nom comme ça, sous-entendu, ce ne serait pas trop respectueux. Logique. Et puis, la particule démo, après un nom, peut également avoir le sens de ou autre, lorsque l'on fait une proposition, lorsque l'on implique des termes, des choix, du même genre que ceux que l'on a déjà dit. Bon, on a déjà fait la phrase « Ocha wa ikaga desu ka ?» Voulez-vous du thé ?
Et ben, en mettant des mots à la place de wa, ocha demo ikaga desu ka, voulez-vous du thé ou autre, ou un truc du genre, c'est-à-dire une autre boisson chaude, par exemple. Je vous laisse faire un screen. Hein. Ok, on Trop fait tard. maintenant un petit récapitulatif de tous les différents types de verbes que l'on a croisés. On a d'abord le plus important, le verbe être de description, hein, da, qui nous permet de faire des phrases très simples en décrivant des choses. On aura plus de détails dans la saison 3 sur ce qu'est précisément ce da, d'où est-ce qu'il vient, ce genre de choses. On a ensuite les verbes de présence iru et aru, qui s'utilisent dans le cas d'un lieu dans lequel il ne se passe pas d'action. Iru se référant aux êtres humains et aux animaux, et aru globalement à tout le reste. Alors, des verbes de présence, on en a d'autres. Hein. Je vous avais notamment parlé de nokoru, qui veut dire rester. Alors, rester, il n'y a pas d'action, on est quelque part, mais on y est encore, on y reste. On a également sumu, qui veut dire habiter. Pareil, c'est juste un verbe de présence, on est quelque part, mais on indique qu'on y est de manière sédentaire. Et par exemple, tomaru, qui veut dire passer une nuit. Donc là, encore une fois, on est juste à un endroit, mais on indique qu'on y est la nuit. Hein, vous reconnaissez, c'est le même kanji que haku, qu'on a vu dans le cours sur les unités de mesure, hein, la nuitée. Et puis, on aura d'autres verbes de présence qu'on croisera peut-être par la suite, et à ce moment-là, bah, quand ce sera le cas, je vous le dirai. Ensuite, les verbes d'action, qui sont grosso modo tous les autres, hein, qui sont des verbes qui décrivent une action. On en a eu une bonne liste dans le cours de vocabulaire, les principaux verbes japonais. Et puis pour finir, on a vu les verbes de mouvement directionnel que l'on va utiliser avec la particule « et » quand on veut indiquer la direction dans laquelle on se déplace, ou avec la particule « ni » lorsque l'on veut indiquer le point d'arrivée de notre déplacement. Maintenant, je vais vous mettre en relief quelques erreurs à ne pas faire, des erreurs en général assez fréquentes. Par exemple, il faut vraiment que vous distinguiez bien la différence entre être de description et être de présence. Hein. D'un côté, da, de l'autre côté, iru et aru. En français, c'est le même verbe, mais en japonais, ce sont deux choses bien différentes. Quand on dit c'est un chien, on décrit simplement ce que l'on voit, inu da. Et quand on dit par exemple le chien est dans le jardin, ici on indique la présence du chien, on dit où il est, et donc c'est inu wa, ni wa ni iru, hein. Iru parce que le chien est donc un animal. Si ça avait été par exemple un PC, ça aurait été aru. Et dans une autre langue aussi, on a... En gros, pour... Enfin, je crois que c'est l'anglais, on a aussi cette distinction où on fait bien attention. Oh là là, est-ce que c'est l'anglais? Est-ce que je suis un boulet à ce point-là? Je crois que c'est l'anglais. Hein. Pour réussir à déterminer si c'est l'un ou l'autre, si vous pouvez poser la question c'est quoi? C'est un chien, donc... Ah putain, apparemment c'était en espagnol. Mais j'avais une chanson de c'était soit anglais soit espagnol. Mais je savais que c'était l'un des deux dans lequel il y avait le même... Allez, yes, on continue, let's go. Être de description. Et si vous pouvez poser la question le chien est où? Le chien est dans le jardin, donc être de présence. Parfois, on va pouvoir utiliser de manière similaire le da, être de description, et iru, aru, être de présence. Par exemple, lorsque l'on indique l'emplacement d'un lieu. Eki wa koen no mae ni aru. La gare est devant le parc. Et on peut également dire Eki wa koen no mae da. La gare, c'est le devant du parc. Et du coup, on dit à peu près la même chose en utilisant dans un cas le verbe être de présence et dans le second le verbe être de description. Et on pourra également faire la même chose lorsqu'on posera une question, hein, où est la gare? On pourra le faire en posant la question des deux manières. Autre erreur à ne pas faire, ne vous fiez pas à l'apparence d'une chose pour en déduire sa fonction grammaticale. Par exemple, quand je dis « je détruis la maison », oui, en général, c'est un lieu, on est d'accord. Mais dans ma phrase, maison n'est pas un lieu, c'est le COD du verbe détruire. Donc attention à ne pas vous faire avoir avec l'apparence de certains mots, le sens de certains mots qui pourraient nous fausser au niveau de leur fonction grammaticale dans notre phrase. Et puis d'ailleurs, quand on parle de COD, jamais de COD, donc de particule O, devant da, iru ou aru en japonais. Jamais, jamais, jamais. C'est totalement impossible. Donc si jamais vous faites une phrase et que tout d'un coup vous vous retrouvez avec un O devant da, iru ou aru, c'est forcément qu'il y a un problème. C'est impossible en japonais. Da, devant, on ne peut mettre que des noms parce que c'est ce que l'on décrit. Et iru, aru, bah, en général, avant, il y a la particule ni qui indique l'endroit dans lequel se trouve la présence, ou la particule ga lorsque l'on indique le sujet du verbe être de présence. Plus tard, on verra qu'il est possible d'avoir une formulation en daru. Alors, ça, je vous en parle pas du tout pour l'instant. On le verra dans la saison 3, au tout début d'ailleurs. Mais voilà, ça existe par contre en japonais. C'est quelque chose qu'on ne sait pas encore faire, dont on n'a pas encore parlé, mais ça existe.
Oh, je viens de penser à un truc à l'instant. Siam, hein, comme tu sais, les cours de japonais, je désactive les points de chaîne, donc du coup, il y a pas de publicité à lancer pendant les cours de japonais. Et comme j'ai toujours plus ou moins un œil sur le chat, en fait, pas trop besoin de modération non plus, hein. Si jamais tu veux faire autre chose, t'embête pas. Je sais pas s'il y a. Money School aussi, c'est pareil, hein. Vous êtes pas. Je vous oblige pas à être là tout le temps, hein, d'accord, hein. Prenez du temps aussi pour vous, hein, pour vous reposer, pour faire d'autres trucs, hein, y a pas de problème, hein. Autre chose très importante, je rappelle qu'en japonais, le thème de la phrase n'a aucune valeur syntaxique. C'est pas un complément du verbe, le thème de la phrase, en fait. C'est quelque chose qui n'appartient pas au verbe, mais qui appartient à la phrase de manière plus large, qui appartient au discours, hein. Oui, à Okramera aussi, pardon. Mais j'étais pas sûr de savoir qui c'est qu'il y avait d'autres, vu que... Bon, pardon. Ben, voilà, tous les modos. Voilà, le message était pour tous les modos. Chut, concentrez-vous. On dit ce dont on va parler, indépendamment du verbe et de ses compléments. C'est quelque chose qui se voit beaucoup quand on a un thème mis après une particule syntaxique, hein, par exemple niwa, dewa, karawa. Là, ici, on comprend bien que le thème se met en plus de ces particules syntaxiques qui indiquent la fonction du complément vis-à-vis du verbe. Mais quand on a une particule wa toute seule, c'est toujours un complément du verbe sur lequel on met une emphase. En général, c'est le sujet du verbe ou le COD, hein, parce que vous vous souvenez que la particule wa remplace ga et o. Quand je dis link wa otokoda, link est un homme, link, en fait, ici est sujet du verbe de description, mais j'en fais un thème avec ma particule wa. Quand je dis milku wa tora ga mayasa nomu, le lait, les tigres en boivent tous les matins, milku, en fait, est COD du verbe nomu, boire, mais ici j'en fais mon thème avec la particule wa. Et puis, on peut aussi avoir une particule wa toute seule sur un mot si on ne veut pas forcément préciser quel complément il est par rapport au verbe. Vous vous souvenez, on avait mis Nihon wa kumaga saru o taberu. Au Japon, les ours mangent des singes. Bah, ici, vous vous souvenez, Nihon-wa, c'est Nihon-de-wa, c'est le lieu dans lequel se passe l'action, mais on n'est pas forcément obligé de mettre des si on veut pas forcément sous-entendre que Nihon est le lieu dans lequel se passe l'action. Vous vous en souvenez? Ouais, ça on l'avait vu, mais... Et ça va notamment être le cas lorsque l'on indique une possession avec iru et aru. Vous vous souvenez, Kirin-wa tsunogaru, la girafe a des cornes. En fait, c'est Kirin ni-wa tsunogaru. Hein. Ici, le ni indique qu'il y a des cornes vis-à-vis de la girafe, hein. Le ni de vis-à-vis, c'est quelque chose dont on va beaucoup parler dans la saison 3. Hein. Ni, ici, considérez que c'est une sorte de COI, hein. C'est il y a des cornes à la girafe. Et puis, du coup, voilà, si je ne mets pas le ni, je ne dis pas forcément que Kirin est ce vis-à-vis de quoi il y a des cornes, donc je peux simplement dire Kirin-wa, même si, en général, on utilise plutôt Kirin ni-wa, on utilise quelque chose ni-wa lorsque l'on veut indiquer une possession. Autre chose, en japonais, il est possible d'avoir une particule syntaxique et après le no qui va permettre de déterminer. Je vous montre. Je peux additionner les particules kara et no pour additionner l'origine et l'appartenance. En disant par exemple, watashi wa lui kara no tegami o yomu. Je lis la lettre de Louis Kara en provenance de Louis. Donc ici, c'est pas évident à traduire, mais en français, on va dire je lis la lettre de Louis ou envoyée par Louis. Un autre exemple, to plus no, avec plus appartenance, kyo wa Gigi to no kekkanda. Aujourd'hui, c'est le mariage de avec Gigi, donc le mariage avec Gigi. Vous voyez bien. Et plus no, la direction plus l'appartenance, higashi e no Michida. C'est le chemin de vers l'est. Donc on va plutôt dire c'est le chemin en direction de l'est. On va toujours reformuler pour qu'en français la phrase sonne bien. Et puis, parfois, on a deux particules qui s'additionnent, et là, ça donne un tout nouveau sens. Alors bon, ça, c'est des trucs qu'il faut voir au cas par cas. Par exemple, to plus wa, qu'on va utiliser pour donner une définition, ou pour la demander. Hein, par exemple, yuzu to wa, Chugoku kara no kudamono da. Le yuzu est un fruit originaire de Chine. Voilà, je donne la définition sur ce qu'est le yuzu, hein, yuzu to wa. Et puis ici, vous remarquez, j'ai encore une fois utilisé mon karano. Hein. C'est pas simplement un fruit de Chine, mais un fruit originaire de Chine. Vous vous souvenez également, parfois on va croiser des particules dans des expressions figées. Hein. Par exemple, konnichiwa, le wa en fait c'est la particule de thème qui a été mise dans l'expression, hein, qui est figée, qui maintenant fait partie intégrante du mot. Et c'est quelque chose qu'on a vu récemment également avec jitsuwa, hein, la conjonction. On aura pas mal de cas comme ça par la suite où on a des particules qui du coup ont été englobés et du coup sont dans des mots, mais de manière soudée, on ne peut plus les en dissocier. Et puis, pour terminer, attention, on a certains mots qui, dans des phrases, ressemblent à des particules, mais qui n'en sont pas. Par exemple, bon, quand on veut indiquer un lieu dans lequel il ne se passe rien,
on va souvent utiliser ni wa. Mais ni wa, ça peut être d'autres choses en japonais. Ni wa, ça peut être le jardin. Ni wa, c'est également le classificateur numéral, hein, quand on a 2 dans la catégorie des oiseaux. Donc voilà, il faut faire attention, hein, c'est pas parce qu'on entend des choses qui ressemblent à des particules que c'en est forcément. Autre chose, vous vous souvenez, je vous avais dit qu'il était possible de sous-entendre le da en fin de phrase, que c'était quelque chose que les femmes et les enfants faisaient souvent, que ça faisait mignon, mais on peut également le faire sans avoir forcément envie de paraître mignon quand le da de fin de phrase est évident. Je reprends l'exemple Yuzu to wa Tsugoku kara no kudamono da. Je peux simplement dire Yuzu to wa Tsugoku kara no kudamono. En français, ça se dira également le yuzu est un fruit originaire de Chine. On ne peut pas omettre le verbe en français. Mais du coup, voilà, en japonais, ici, on ne met pas le da en fin de phrase. Et bon, vous voyez, hein, ça se comprend très bien. On comprend qu'on est dans le cas d'un verbe être de description. Et puis, très important, à l'oral, il est possible de sous-entendre des particules. Alors, je vous ai toujours dit que la particule, c'était extrêmement important parce que c'était ce qui permettait de donner sa fonction grammaticale au mot dans la phrase. Mais, par exemple, watashi wa banana o taberu yo, je mange une banane, je peux sous-entendre le wa de thème en disant simplement watashi banana o taberu yo. Et puis, je peux même sous-entendre le o du COD. Watashi banana taberu yo. Voilà, ça c'est un langage oral, alors c'est pas formel, c'est pas comme ça qu'on doit écrire le japonais correctement, mais les jeunes, et puis aussi les moins jeunes, hein, font beaucoup ça. Il y a beaucoup de phrases dans lesquelles les particules sont sous-entendues parce qu'avec le contexte, elles sont évidentes en fait. Quand je vous dis watashi banana taberu yo, on n'a pas besoin de savoir que watashi est thème ou sujet du verbe et que banana est COD pour comprendre le sens de la phrase. Vous comprenez bien. Donc on va souvent avoir les particules wa, o, et puis même ga également, qui sont sous-entendus. Ça va beaucoup moins arriver avec les autres particules, parce que les autres particules, si on les sous-entend, c'est beaucoup plus difficile de percevoir leur fonction grammaticale dans la phrase. Mais ouais, wa, o et ga, c'est très souvent qu'à l'oral, elles vont être sous-entendues. Et ça va d'autant plus être le cas lorsque ces particules vont être doublées par une particule adverbiale. Hein. Vous vous souvenez, on avait vu la phrase « Panda wa takedake o taberu ». Les pandas mangent uniquement du bambou. Ici, bon, on a déjà la particule dake, ça fait un peu lourd de mettre la particule o après. Il y a beaucoup de japonais qui vont l'enlever, parce que bon, le contexte nous indique très clairement que, ouais, on comprend, ils mangent du bambou, uniquement du bambou. Et du coup, panda wa takedake taberu, on comprend très bien que takedake, c'est le COD du verbe. Voilà, la particule o est sous-entendue et ça ne dérange personne. Donc, c'est pas évident quand on apprend le japonais et qu'on aimerait se fier aux particules pour se repérer dans la phrase, mais à terme, avec le contexte et puis avec l'expérience, vous allez pouvoir, même sans entendre les particules, comprendre comment s'organisent les phrases. Et puis vous-même, vous ferez également des phrases sans les particules pour avoir un niveau ça fait très oral, très japonais courant. Voilà. Ensuite, on continue. Oui, on continue. Oui, en japonais, quand on a une énumération, de la même manière, on va pouvoir sous-entendre les particules d'énumération. Vous vous souvenez, inuto, nekoto, uma. On peut simplement dire inu, neko, uma. En mettant une virgule, on peut également mettre la même chose avec un nakaten. Et du coup, voilà, le to est sous-entendu. On comprend quand même qu'il s'agit d'une énumération. C'est un peu ce qu'on fait également en français. Ça ne marche qu'avec to parce que ya, ka et nari sont porteurs d'une nuance. La nuance de non-exhaustivité ou de choix qui, du coup, passerait à la trappe si on sous-entendait les particules. Et puis, il est possible d'utiliser des conjonctions en appui à des particules de liaison, hein, par exemple soshite ou aruiwa. En général, on les met avant le dernier terme. Inuto nekoto uma, on peut dire inuto nekoto soshite uma, et puis un cheval. Inuka nekoka uma, on peut dire inuka nekoka aruiwa uma, ou bien encore un cheval. Hein, voilà, les conjonctions viennent appuyer les listes. D'ailleurs, ce to et ce ka ici, on n'est pas obligé de les mettre, hein, c'est possible, mais le soshite et le aruiwa peuvent simplement suffire à montrer qu'on instaure un nouvel élément à la liste. Tant de façons de faire, oh là là. Je vous avais promis qu'on verrait d'autres particules de liaison. On voit la particule ni qui permet de dresser une énumération par paire. Donc, inu ni neko, un chien et un chat. Voilà, on crée une paire. Et puis, on peut également additionner quelque chose à une paire. Hein. Si je dis inu ni neko ni uma, je crée d'abord la paire un chien et un chat, et ensuite je rajoute le cheval hein, et un cheval. C'est un peu comme si je rajoutais les choses au fur et à mesure qu'elles me venaient à l'esprit. Du coup, en plus de créer une paire, cette particule ni a souvent cette utilisation d'ajout.
On énumère les membres de la liste en les ajoutant successivement les uns aux autres. Et puis on a deux autres particules d'énumération non exhaustive, donc tout comme ya, qui sont yara et dano. Inuyara, nekoyara, umayara. Inudano, nekodano, umadano. Vous remarquez que, comme c'était le cas déjà avec nari, yara et dano vont se mettre après chaque membre de la liste. Oui, ça je me rappelle un peu. Et je rappelle encore une fois que pour l'instant, on ne sait faire des énumérations que sur les noms, on ne sait pas encore mettre ça sur des verbes. On verra ça lorsque l'on attaquera la conjugaison. Ouf. Du coup, je reprends le récapitulatif des particules du début de cours. Je rajoute les particules que l'on vient de voir, ni, yara et dano. Et du coup, pour l'instant, on connaît toutes ces particules-là. Les autres, on les verra dans assez longtemps. Encore autre chose, bon, vous savez déjà qu'en japonais, on peut inverser l'ordre des compléments dans la phrase pour apporter différentes nuances, mais pour l'instant, on a dit que le thème était toujours en début de phrase. Il va arriver qu'il soit déplacé. Quand je dis « Rui wa potofu o taberu », Louis mange un pot-au-feu. On peut avoir « potofu o taberu, Rui wa ». Il mange un pot-au-feu, Louis. Voilà, ici on est à l'oral et je dis ma phrase, pot-au-feu au tabalu, et puis après je me rends compte que j'ai oublié de donner mon thème, donc je le précise après coup, c'est complètement un oubli, et du coup on peut avoir un thème en fin de phrase, mais ici on comprend très bien que lui est le thème de ce qui précède. Uniquement si c'est un oubli, ou alors on peut l'utiliser pour donner du style à une phrase. Je repense un petit peu au personnage qu'on peut créer, peut-être un personnage un peu à la Yoda qui pourrait parler dans ce style-là. Ça pourrait être sympa. Ah, on peut le faire pour du style aussi. Nice. C'est pas trop une erreur. Ah, du style un peu flemmard, etc. Ah oui, aussi. Oui, je l'avais pas vu comme ça, oui. On peut avoir la même chose avec d'autres compléments, par exemple le COD. Louis wa taberu, pot-au-feu. Louis en mange du pot-au-feu. Voilà, je précise le COD après le corps principal de ma phrase. Et puis, c'est quelque chose de différent, mais dans le cas d'une phrase complexe avec deux propositions, on peut également inverser l'ordre des propositions. Rui wa Paris ni iru kara pot-au-feu o taberu. Puisque Louis est à Paris, il mange un pot-au-feu. On l'a vu il y a pas longtemps, ça. On peut inverser l'ordre des deux propositions. Alors, le thème reste toujours en premier, quoi qu'il arrive, mais mes deux propositions, hop, 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 je peux les intervertir. Rui wa pot-au-feu o taberu, Paris ni iru kara. Louis mange un pot-au-feu puisqu'il est à Paris. Voilà, ici, bon, l'ordre est quand même moins naturel que la première phrase, ce qu'on avait vu dans le cours précédent, mais on comprend très bien ce que l'on a voulu dire et ça marche exactement de la même manière avec les 4 autres particules conjonctives que l'on a vues, notamment celle de concession. D'ailleurs, tant qu'on est en train de parler de particules conjonctives, on a le ga de liaison que l'on peut utiliser pour lier deux propositions. Alors ici, le ga n'est pas une particule de concession, il va simplement lier deux propositions qui s'enchaînent. On a exactement la même chose en français quand on dit « Excusez-moi, mais sommes-nous lundi aujourd'hui ?» Ici, la première proposition sert à introduire la suite. Et du coup, en japonais, on va pouvoir faire la même chose. « Sumimasen ga kyou wa getsuyobi desu ka ?» Voilà, je place mon ga à la fin de la première proposition pour introduire la seconde. On n'est pas dans une idée de concession, mais simplement d'introduction. Sumimasen ga. Et Okay. ici, je vous ai mis la phrase à la forme polie avec des, parce que utilisant sumimasen, qui est déjà une manière polie de s'excuser, il est nécessaire d'utiliser la forme polie dans l'intégralité de la phrase complexe. Donc voilà, des à la place de da. Ok. Courage, on a bientôt terminé. Je vous avais promis un dernier mot interrogatif japonais. Il s'agit de naze, qui permet de poser une question sur la cause, sur la raison, en français, pourquoi. Donc, en posant une question sur la cause, on demande une explication, donc on va devoir poser la question avec une phrase à la tournure explicative. Rui wa naze potofu o taberu no. Voilà, naze se place en général juste après le thème. Pourquoi est-ce que Louis mange un pot-au-feu? Ce à quoi on peut répondre par une phrase à la tournure explicative. Paris ni iru no da, c'est qu'il est à Paris. Mais en général, on va répondre avec une phrase qui donne une cause. Alors, nouvelle formulation, encore une fois, je peux terminer ma phrase par kara, la particule conjonctive de cause, puis da, pour dire c'est puisque, c'est parce que, en mettant tout ça directement après mon verbe, Paris ni iru kara da, c'est parce qu'il est à Paris. Voilà, c'est possible de faire ça avec kara plus da après mon verbe. Putain, mais c'est logique, c'est bien. Ça fait plaisir. Naze Faut accepter et cette que en karada permettent de poser une question sur une cause et de répondre en donnant une cause.
Ce sont des choses qui sont liées, mais quand même distinctes de demander et donner une explication, ce qu'on avait vu avec la formule Noda, même si je suis d'accord que ça se ressemble beaucoup. Il existe des synonymes de nasé qui sont nande ou aussi doshte. Bon, vous prenez pas la tête, hein, utilisez nasé, le reste ça viendra avec l'expérience. Et puis d'ailleurs, doshte peut également être un synonyme de do, tout comme doyate, donoyo nishite. Bon, tout ça, ce sont des tournures verbales, hein, je rentre pas dans le détail, mais si jamais vous les croisez, sachez que ouais, ce sont des synonymes de do. Hein. Donc, pour poser une question sur la manière comment. Je vous mets ça ici, ça peut vous intéresser. Dernière chose, il est possible d'avoir une utilisation différente dans notre phrase des classificateurs numéraux. Souvenez-vous, on avait mis Kaori achète 2 serviettes, Kaori wa taoru o nimai kau. Ah oui. Je peux mettre mon classificateur numéral directement après mon nom. Kaori wa taoru nimai o kau. Elle achète taoru nimai, serviette fois 2 en fait. C'est un peu comme si on disait ça de cette manière. Alors, ça se croise pas très souvent, donc voilà, je vous le mets ça en petite précision, histoire que si jamais vous le croyez, vous venez pas me faire un procès, mais c'est pas extrêmement important non plus. Puis je vous rappelle qu'on peut également déterminer le nom avec le classificateur numéral, hein. Kaori wa nimai no taoru o kau, ça c'est quelque chose qu'on avait déjà fait dans le cours sur les classificateurs numéraux, hein. Elle achète les 2 serviettes. Voilà, j'ai terminé mes approfondissements. Alors ça fait beaucoup de nouvelles choses en plus. Ouais. Ce sont surtout des petits détails qui viennent se rajouter à tout ce que l'on savait déjà. C'est pas forcément important à maîtriser pour l'instant, hein. C'est surtout si ça vous intéresse de creuser davantage ce que vous avez déjà vu. Je vous donne des exercices là-dessus, donc du thème et de la version, avec tous ces petits approfondissements qui font qu'on va bien être au taquet sur les particules. Ces exercices, entraînez-vous à les faire à l'oral. Tous les exercices de la saison 2, des cours sur la grammaire, vous les avez fait à l'écrit, c'est très bien, mais entraînez-vous à les refaire à l'oral parce que c'est une gymnastique différente. Savoir faire une phrase à l'écrit en prenant son temps, en mettant les compléments peut-être, en mettant d'abord le verbe, ensuite, c'est une première chose, mais savoir sortir la phrase directement quand on parle à un japonais, c'est un travail différent, c'est un systématisme à récupérer, et pour ça il faut beaucoup s'entraîner. Puis pareil, quand le japonais nous parle, la phrase, on l'entend, pouf, elle est dite, et puis directement, il passe à la phrase suivante, il faut tout saisir d'instinct. Donc il faut s'entraîner, pas seulement à savoir faire des phrases, mais surtout à savoir les sortir au tac et à savoir les comprendre quand on nous les dit. Bon, là-dessus, vous verrez dans l'examen de la saison 2, je vous ferai une partie orale, et là vous arriverez à voir si vous êtes capable d'entendre et de comprendre du japonais directement quand la phrase est prononcée. Oh, ça va être dur ça. La saison 2 n'est pas terminée. Pause. Il nous reste encore quelques cours, alors ce sera beaucoup plus tendu, ce sera surtout sur des particularités qu'on a en japonais et pas en français. On aura notamment un cours sur les pronoms personnels et puis sur les suffixes honorifiques. Honnêtement, ce sera vraiment cool par rapport à cette fin de cours sur la formation d'une phrase japonaise. Et puis, du coup, voilà, je vous souhaite du courage. Maîtrisez bien ça et ce sera déjà énorme. Et ouais, on arrive bientôt à la fin de la saison 2, donc voilà. Je vous fais des bisous. Abonnez-vous, mettez la cloche. Je suis fatigué, je peux plus. Oh mon dieu, mais tous les cours, tu n'en peux plus là, à la fin. Il devait faire très chaud. C'était intense. Il y avait beaucoup à voir. Beaucoup. Ils sont chauds. Pardon, j'ai remis play. Écoutez, je vous laisserai le soin d'aller chercher la vidéo de Julien, que je rappelle que je mets toujours en description de chaque rediffusion, et vous pourrez aller vous-même faire vos propres screens de tous ces tableaux qu'il a présentés ce soir. Mais c'est costaud, hein, on sent qu'on arrive à la fin. Mais une fois tout compris, une fois assimilé, une fois appris, ça a l'air de partir tout seul. Donc, comme je vous l'avais dit, c'était un gros cours, et maintenant on va faire quelque chose de un petit peu plus tranquille, puisque nous n'allons pas avoir un cours de japonais là cette fois-ci, mais Julien va nous raconter comment s'est passé son voyage scolaire qu'il a organisé lui-même pour le Japon, évidemment, pas pour la Finlande. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous, faites vos valises, partons ensemble pour ce premier voyage scolaire au Japon. Yes, le vlog. C'est parti. Ça y est, j'ai organisé mon tout premier voyage scolaire au Japon. À cette occasion, j'ai emmené avec moi 15 d'entre vous, 15 élèves abonnés à mes cours de japonais,
qui se sont inscrits pour ce séjour d'une semaine. Cette époque où on pouvait se faire la bise. Je l'ai vu en direct quand elle est sortie cette vidéo, je la connaissais pour le coup. Là, ce qu'on voit, je l'ai déjà vu. Je me suis fait la même réflexion. Oh, on pouvait se faire la bise, oh non, arrêtez. La nostalgie, me reparlez pas du passé, non. Mais... on s'est donné rendez-vous directement à Tokyo, et on a commencé par tous se présenter autour d'une table, C'est énorme. par apprendre à se connaître, afin de créer une bonne ambiance de groupe pour la suite. C'est énorme la bonne. Mais je voulais y être moi, ça a l'air trop bien. Ça faisait 4 ans que je n'étais pas allé au Japon. La dernière fois, c'était avant même de commencer les cours sur YouTube. Vous imaginez que pour moi, c'était beaucoup d'émotions que d'y retourner enfin. Et en plus accompagné Surtout avec des élèves. avec hein. vous, qui venez tous de cette classe géante que j'ai créée moi-même et à laquelle je consacre mon quotidien depuis 2015. Et bien sûr, qui dit partir au Japon avec Sensei dit aussi avoir cours de japonais. Énorme. Ça c'est trop classe, sans mauvais jeu de mots. Quand j'ai imaginé ce voyage scolaire avec vous, je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour qu'on se retrouve tous en classe, pour apprendre le japonais ensemble, mais pour de vrai cette fois, et en plus directement au Japon. Ils étaient bons les élèves ou pas? Est-ce qu'ils étaient c'était chaud? Genre ils connaissaient les cours par cœur ou alors ils étaient comme moi en mode oui moi je parle japonais mais bon tu me poses une question j'y réponds pas. Ah oui ils étaient chauds, ah bah putain le sommet quoi, les meilleurs élèves. Du coup, chaque matin, pendant 3 heures, pour bien commencer la journée, Ah oui 3 heures. vous avez pris place pour un nouveau cours de japonais. Cours de japonais. Elodie, Sandra, Jean, Présent. Jean-Sébastien, Présent. Stanley. Présent. Ok, est-ce que quelqu'un a remarqué l'ordre dans lequel j'ai donné vos prénoms? Mais c'est l'ordre japonais. C'est l'ordre alphabétique japonais. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous maîtrisez l'ordre alphabétique japonais? Ok, c'est ce sur quoi on va travailler aujourd'hui. On va déjà vérifier que vous connaissez bien les hiragana, katakana. Normalement oui, parce que c'était la condition pour que vous puissiez participer au voyage. On va vous griller si vous les connaissez pas, attention. Et il y en avait, ils étaient en sueur. Oh non, pas les hiragana. C'était idéal pour travailler. Déjà parce que niveau immersion, on pouvait difficilement faire mieux, on appliquait les leçons directement en sortant du cours. Et ensuite car le groupe était extraordinaire. J'ai vu que sur la feuille quadrillée, du coup, tu utilisais les... Attends, on va le revoir. Tu utilisais les... Enfin, j'imagine que tu as dit que tu utilisais les carrés comme l'emplacement carré d'un kana ou d'un kanji, j'imagine. C'est bien pensé. Et ensuite car le groupe était extraordinaire. Il y avait vraiment une super ambiance. Chaque élève était un profil différent, on avait des jeunes et aussi des moins jeunes, mais on était tous animés par cette même passion du Japon et de l'apprentissage du japonais. Kanji Tokada, je reconnais. Et surtout, de n'être que 15 comme ça rendait la classe vraiment vivante. Tout le monde pouvait participer à tour de rôle. Pour moi, de faire cours directement devant vous, face à vous, en chair et en os,
Ça n'a rien à voir avec l'expérience que j'ai vis via YouTube ou même en convention. C'est tellement plus humain, tellement plus chaleureux. Donc franchement, c'était que du bonheur. Oh, ça se sent, là. Julien, il était content. Là, ça lui a fait plaisir. Yes. Oh, j'y ai été, là. Ça me manque. Je veux y retourner. Oh là là. Bien entendu, on n'a pas que fait court. Il y a aussi eu beaucoup de moments de détente, de convivialité, grâce auxquels j'ai pu vous découvrir davantage et m'attacher à vous. Le tourisme, on est là. Et pour cela, rien de mieux que de partager un bon repas. Oh, oh, j'ai faim. Oh, j'ai faim instantanément. Ah, mais ça c'est le pire truc, ça c'est mon point faible. S'il y avait un truc qui est mon point faible sur YouTube, c'est les vidéos vlogs du Japon. Quand ils montrent les magasins, quand ils montrent les restos, les trucs où ça bouffe, les trucs où il y a des jeux vidéo, tout ça, je suis en mode laissez-moi y retourner, non, je veux voyager s'il vous plaît. Terrible. Oh là là, les œufs au Japon, c'est trop bon. Et puis surtout, chaque après-midi, là, il y a des waifus dans la rue, mais c'est le pays de mes rêves, il faut que je vive là-bas, H24, je peux pas rester en France, je suis désolé, il faut que j'aille vivre dans ce pays, c'est comme ça, voilà, si vous avez vos trucs, moi, c'est comme ça, je peux pas, c'est... Ah. après les cours, c'était visite, découverte, on a profité ensemble de Tokyo et de ses quartiers. Et là, bien sûr, on s'est éclaté. Notamment à Akihabara avec tous ces magasins de manga, de figurines, de peluches et ses bornes d'arcade. Oh, j'ai trop envie. Beaucoup d'élèves m'ont dit que c'était clairement le plus beau voyage de leur vie. Et pour moi, c'était vraiment dingue comme première expérience. D'apprendre à connaître mes abonnés comme ça, en vrai. De me rendre compte que j'avais dans ma classe YouTube des gens aussi géniaux. Et surtout de réaliser que là, vous n'étiez que 15 en fait, sur en tout plus de 200 000. Donc j'ai déjà qu'une seule hâte, c'est de refaire de nouveaux voyages scolaires au Japon, mais avec d'autres groupes d'élèves. Attends, mais tu leur as offert un truc de ouf. Enfin, offert, hein, entre guillemets. Hein. Allez, ça se mâche, évidemment. Pourquoi suis-je pas étonné? Et avec... Oui, Lucina. Lucina rouge, évidemment. Montre bien que t'as gagné. J'y étais là aussi. J'y étais avec mon... Bon, j'allais dire mon kimono, mais c'était pas ça. C'est pas comme ça que ça s'appelait l'habit que j'avais. Tous ces moments partagés ensemble font qu'on a passé un séjour inoubliable. Donc je termine par tous vous remercier du fond du cœur. Ouais, feu d'artifice et tout, mais... Mais énorme. Yukata, c'est ça exactement, oui. Et là, regardez, là, juste là, il reste une place. Je veux y être. T'as vivement que ce soit terminé, ces histoires de Covid et tout ça, et qu'on rouvre les frontières et que je puisse retourner au Japon. Je regrette pas d'y être allé quelques années avant la pandémie, mais oh là là, mais quand même. On devait y retourner cette année, mais du coup ça a été annulé forcément, mais... Faut tenter ta chance là. Non, moi j'ai les moyens de... Je peux me permettre d'y aller quand je veux au Japon, je laisse ça aux abonnés de Julien. Moi j'irai de mon côté avec les copains. Comme la dernière fois, on refera la même team et on y retournera. On a prévu, enfin c'est toujours dans notre idée d'y retourner, mais là... quand je revois des vidéos, je me dis, mais c'est vrai, en fait, c'est vrai, le Japon existe vraiment. J'avais oublié, moi je croyais que ça n'était qu'un rêve, mais c'est vrai, j'y ai été. Je l'ai vu de mes propres yeux, mais je n'arrive pas à y croire. Ah putain, j'ai tellement hâte. Et si tout se passe bien, le jour où je retournerai au Japon, peut-être que je saurai un petit peu parler japonais. Et là, ça va être incroyable, ça va être ouf. N'y être allé qu'une seule fois, c'est dur, mais oui. En plus, alors on y allait 3 semaines. Mais moi, je l'ai dit, 3 semaines, c'est trop court. Et en vrai, 3 semaines, c'était juste suffisant pour se dire... Ah, c'est pas mal quand même. Mais je serais resté 3 semaines de plus. J'aurais pu rester 3 mois sans hésiter. Je l'ai vraiment ressenti que je m'étais genre totalement habitué à la vie du Japon. J'avais pris mes habitudes. Et c'est vraiment des habitudes que j'ai pas du tout ici en France.
évidemment en conséquence de ma vie de youtubeur, là-bas j'étais devenu quelqu'un de lambda et tout, et quel plaisir de pouvoir descendre en bas comme ça, en chaussons, en chaussettes, aller à la petite supérette du coin comme ça, sans casquette ou sans lunettes, se prendre un truc, se balader comme ça, ou juste se poser un petit peu, et puis prendre tous les trains, aller faire les musées, aller faire les jeux et tout, sans se poser de questions, être juste dans la masse et tout, trop cool, c'était juste trop bien. Et 3 semaines, et en plus en 3 semaines, tous les jours on avait un emploi du temps hyper chargé, en gros pour pouvoir être sûr de pas... Il y a peut-être eu une journée ou deux sur les 3 semaines où on a un peu rien fait, où c'était un petit peu les jours de repos, parce qu'on enchaînait deux pour être sûr de... Vraiment, il fallait en profiter à fond, tu vois, j'en savais qu'on n'allait pas revenir avant 1 an, donc tout ce qu'on voulait faire, il fallait le faire, et tout était programmé, on avait un agenda avec le matin ça, l'après-midi ça, et là je remercie énormément Lopocute qui nous a organisé ce voyage avec des dates, enfin trop bien calées. Et on avait on avait 2 journées entières où on était un petit peu plus posé, où il y en avait certains, ils profitaient de travailler. Je me souviens d'Eotun, il était resté à l'appart, il faisait ses montages vidéo et tout ça. Et moi, je m'étais barré tout seul, j'étais allé à... Ah, comment ça s'appelle Mandarake, je crois que c'était, un endroit où il y avait plein de figurines d'occasion, mais je trouvais des figurines... Franchement, je trouvais des figurines d'occasion, en boîte, à 400 yens ou à 800 yens. J'étais en mode, mais quoi? Mais c'est si peu cher et tout. Mais tout ça, je vous le raconte dans mes vlogs au Japon. Et c'est comme ça que je suis parti depuis la France au Japon avec une petite valise remplie d'habits, et que je suis revenu du Japon jusqu'en France avec 2 valises. Et la deuxième, elle était beaucoup plus grande. Et j'ai payé Enfin, je sais plus, je suis payé... Bref, le truc en soute, exprès. Parce que je savais que la deuxième valise que je ramenais, c'était full souvenir, et elle était à blinder de figurines de waifu, de Naruto, de One Piece, de plein de trucs comme ça, et ça aussi, de peluches, plein de peluches Pikachu. À tous les Pokémon Center qu'on faisait, ils vendaient leurs peluches respectives, alors je prenais à chaque fois la peluche, mais ça coûtait une blinde. Par contre, les Pokémon Center, ça y va le prix. Mais voilà, si vous voulez voir ça, j'ai fait 3 vlogs au Japon, et c'est vraiment des vidéos YouTube que je m'interdis de revoir aujourd'hui. Je ne veux pas les revoir parce que ça, je vais chialer. Parce que d'un côté, je vais être trop heureux de voir ce que j'ai fait. Ça va me rappeler trop de bons souvenirs, et d'un autre côté, ça va me tuer parce que ça va me rappeler des souvenirs visuels, des trucs qu'on entendait, des goûts, des trucs qu'on mangeait. Et je vais me dire, mais putain, mais ma vie, elle est là-bas et tout, je veux retourner là-bas. Donc ça va être... très dur, quoi. Voilà, donc vivement que le Covid se termine, et là c'est vraiment le premier truc que je fais. Je pense que dès que c'est autorisé, dès qu'on est sûr qu'il n'y a plus de virus nulle part, ou qu'il n'y a plus de risque de tomber malade ou quoi, je me casse, et avec un peu de chance ça tombera pile le jour de l'ouverture du parc Nintendo au Japon. Ça, on se l'est promis avec Lopok et tout ça. Le Day One, on y est, et on fait des vidéos YouTube, des vlogs là-bas à Nintendo Park, et quel que soit le prix. Mais je sais que les prix des avions, ça va exploser, le prix des autres... Mais allez, on relance le tourisme au Japon, on s'en bat les couilles, les youtubeurs, allez, on a un peu plus d'argent que les autres, allez, on en profite, on balance tout là-dedans, et on relance l'économie du pays, balèque de la France, on relance l'économie japonaise, c'est parti. Bon, bref, voilà. Donc du coup, putain, vivement que je puisse y retourner. Et bien évidemment, je vous referai des vlogs, et cette fois-ci avec bien meilleure qualité. Je filmerai directement avec mon téléphone portable. À l'époque, j'avais une petite caméra, la Cosmo, je me souviens, mais elle filmait pas très bien. Non, j'avais une GoPro. J'avais même pris une GoPro parce que la Cosmo, je l'avais cherchée partout. J'avais fait tous les magasins de technologie du Japon de caméra. Elle était en rupture de stock. J'avais acheté une GoPro sur place. Ça m'avait coûté, je crois, 300 ou 400 balles. J'étais dégoûté. J'avais la moitié du budget qui était parti là-dedans. Et au final, des images qui étaient pas si ouf que ça. Donc prochaine fois, vu qu'aujourd'hui j'ai un meilleur téléphone avec une meilleure caméra, prochaine fois je m'achète juste une méga carte SD, micro SD, et je filme tout avec mon téléphone là, stabilisé, 60 fps, bon peut-être pas en 4K mais en 1080p, et alors là, les photos, les vidéos, et je ramène mes meilleurs souvenirs. Trop hâte qu'un jour, si c'est dans 1 an, si c'est dans 5 ans, dans 10 ans, mais il faut vraiment que j'y retourne le plus vite possible. Quel téléphone? Bah aujourd'hui j'ai un Galaxy S10 Plus qui est vraiment incroyable, et là je vais le changer et je vais craquer pour le S20 Ultra,
5G, ah oui, la totale, la totale. Oh, je me suis dit, allez, allez c'est bon, là. C'est pour le travail, c'est pour filmer, c'est pour les photos, voilà. Donc, c'est pour les TikTok, voilà, c'est pour les stories Instagram, très important, ça. Il faut de la qualité, on y va. Pas le Galaxy Note 20, non, j'ai étudié, j'ai vu que l'appareil photo du S20 Ultra était meilleur que le Note 20. Alors si je dis une connerie, tu me reprendras. Mais du coup, ouais, j'avais remarqué que c'était lui qui avait le meilleur appareil photo, c'était le S20 Ultra. Bref, on n'est pas là pour ça. Oh, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? On est en train de parler ou quoi là? Oh, on est en train... C'est la fin du live. C'est terminé, tu me passes ton S10. Et non, désolé, j'ai déjà prévu de le donner à ma maman, parce qu'elle a un téléphone de merde, qui date d'il y a 6 ans, et à chaque fois qu'on fait des repas de famille ou quoi, elle veut qu'on fasse des photos avec son téléphone à elle. Et du coup, je lui dis, mais maman, ton téléphone, il est à chier quand même, voilà. Alors que si on prend le mien, je te l'envoie, c'est mieux, et elle veut pas. Donc du coup, je vais lui imposer de prendre mon ancien téléphone, comme ça, elle fera des photos de qualité incroyable, elle se dira... Ah oui, quand même. Ah oui, il y a plus de 4 pixels sur la photo. Ah oui, c'est pas mal quand même, je trouve. Hey, le stream est terminé. Allez, tout le monde se casse. Bonne soirée, il est 21h, les streams ne durent qu'1 heure. Merci beaucoup Julien Fontani d'avoir suivi le live avec nous. J'espère que ça t'a plu. J'espère que ça t'a plu de revoir tes propres vidéos. Comme prévu, du coup, mercredi prochain, c'est l'avant-dernier cours de japonais. Et mercredi d'après, c'est le dernier cours de japonais. Et c'est terminé. Sauf si... Julien, tu penses que c'est possible de tout condenser en un seul cours pour mercredi prochain? Si ça fait trop, sinon on divisera en 2. Merci à tous d'avoir été là. On se fait de gros bisous. Avec plaisir, on se reparle de mon voyage au Japon, histoire de bien me faire souffrir le cœur. Aïe, aïe. Je suis à 2 doigts d'aller regarder mes vlogs là que j'ai fait au Japon pour me dire « Oh putain, c'est trop... » Mais en plus, c'est terrible parce que, genre, tu vois... la Tokyo Tower, là où il y a le parc d'attractions One Piece, apparemment il a fermé, c'est terminé. Les tours Sega, elles sont en train de fermer, c'est terminé. Enfin, et en plus c'est pas fermé seulement pour le Covid, c'est genre apparemment c'est fini, ça n'existe plus. Je suis en mode mais arrêtez, on est en train de perdre tout là, arrêtez, c'est terrible, le patrimoine, tout ça, arrêtez. Il y a des gens, ils ont pas connu ça, ils vont vouloir venir et tout, c'est assez abusé. On a un groupe sur Twitter privé spécial voyage Japon avec le POC, le POCute, Tartin, Deotun, Lele et tout ça, avec tous ceux qu'on est partis la dernière fois au Japon. Et des fois, putain, le POCute nous envoie des articles en mode ouais, il y a ça qui ferme, et nous on est en mode oh putain, heureusement qu'on l'a fait, mais bon, quand même, on aurait bien aimé le refaire et tout, c'est chaud là. Bref, allez, je vous fais des bisous. Passez une bonne soirée. Merci YouTube d'avoir regardé, si t'as regardé. Et on se dit à demain pour un nouveau live. On fait quoi demain? Mother 3. Ah oui, c'est vrai, Mother 3, on s'est arrêté en plein milieu, c'est vrai. Bisous, bonne app, bonne soirée, bonne nuit. À la prochaine. Bisous. Ciao, ciao.